J'ai vu s'entr'ouvrir l'univers ténébreux, là où de noires planètes roulent sans but, là où, inaperçues, elles roulent en leur horreur, sans savoir, ni lustre, ni nom. Désireuses d'effectuer des recherches sur ce point, hésiteront à remettre en question la conviction commune selon laquelle Robert Blake fut tué par la foudre ou par le profond choc nerveux que lui aurait causé une décharge électrique. Il est vrai que la fenêtre devant laquelle il se trouvait était intacte, mais la nature a déjà montré qu'elle était capable de plus d'une manifestation bizarre. L'expression de son visage pouvait sans doute avoir quelque origine musculaire sans rapport avec tout ce qu'il aurait pu voir. Quant aux éléments de son journal intime, ils sont clairement le fait d'une imagination fantastique, réveillée par diverses superstitions locales et diverses affaires anciennes qu'il avait redécouvertes. Pour ce qui est des conditions anormales qui régnaient dans l'église abandonnée de Federal Hill, il ne faudra guère de temps à un observateur perspicace pour les attribuer à un certain charlatanisme, délibéré ou non, auquel, en partie du moins, Blake était secrètement lié. Car après tout, la victime n'était-elle pas un écrivain et un peintre qui se vouaient entièrement au domaine du mythe, du rêve et de la terreur et de la superstition ? Et ne recherchait-elle pas avec avidité des scènes et des effets d'un genre bizarre, d'un genre spectral? Toutefois, parmi ceux qui ont examiné et rapproché les uns des autres tous les témoignages, quelques-uns restent fidèles à des explications moins rationnelles et moins banales. Ces gens-là sont enclins à accepter la plus grande partie du journal de Blake et soulignent les faits qui leur paraissent significatifs, tels l'indéniable passé de la vieille Église, l'existence confirmée de la secte de la sagesse étoilée, impopulaire et non orthodoxe avant l'année 1877, la disparition bien attestée d'un journaliste curieux du nom d'Edwin Bridge en 1893 et par-dessus tout, l'expression de peur monstrueuse qui se peignait sur le visage du jeune écrivain et qui le défigurait au moment de sa mort. C'est l'un des partisans de cette version qui, poussé à des extrémités fanatiques, jeta dans la baie la pierre aux angles curieux et la boîte de métal aux ornements étranges qu'il avait découverte dans la flèche de la vieille église, la flèche sombre, sans ouverture et non la tour, où le journal intime de Blake disait que ces objets s'étaient trouvés à l'origine. Bien que fort critiqué en public comme en privé, cet homme, un médecin réputé, qui s'intéressait à tout ce qu'il y a de curieux dans le folklore, prétendit qu'il avait débarrassé la surface de la Terre d'un objet trop dangereux pour qu'on l'y laissât. Le bureau de Blake, une grande pièce exposée au sud-ouest, s'ouvrait d'un côté sur le jardin de devant, tandis qu'à l'ouest, les fenêtres, c'est devant l'une d'elles
qu'il avait installé sa table de travail, donnait sur le front de la colline, offrant une vue splendide sur l'étendue des toits de la ville basse et les couchers de soleil mystiques qui s'embrasaient derrière. On apercevait tout à fait à l'horizon les vallonnements pourpres de la pleine campagne. Et c'est sur ce fond, à quelques 5 km de distance, que s'élevait la butte spectrale de Federal Hill. Toute hérissée de flèches et de toits blottis les uns contre les autres, dont les silhouettes lointaines faisaient des signes mystérieux et prenaient des formes fantastiques quand les fumées de la ville montaient en tourbillon pour les prendre dans leurs raies. Blake avait l'impression étrange de jeter les yeux sur un monde inconnu, éthéré, qui s'évanouirait peut-être comme un rêve s'il tentait jamais de l'aller chercher et d'y pénétrer. De temps à autre, il tournait ses jumelles vers ce monde spectral, hors de portée, au-delà des fumées qui montaient en spirale, s'arrêtant sur un toit, une cheminée, une flèche. Il spéculait sur les bizarres, les curieux mystères qu'il pouvait abriter. Federal Hill apparaissait comme un lieu différent, à demi fabuleux, ce qui le rapprochait des surprenantes créations irréelles, intangibles, des contes et des tableaux de Blake. Et cette impression persistait longtemps, après que la colline se fut estompée dans le crépuscule violet, étoilé de lampes, que les projecteurs du palais de justice et le phare rouge du trust industriel se furent allumés, donnant à la nuit un caractère grotesque. Mais de tous les monuments qui se dressaient à distance sur Federal Hill, c'est une église énorme et noire qui intriguait le plus Blake. Elle se détachait avec une netteté toute particulière à certaines heures de la journée, et au coucher du soleil, la grande tour et ses flèches pointues se découpaient, sombres et menaçantes, contre le ciel embrasé. Cette église paraissait avoir été bâtie sur un terre-plein spécialement aménagé. Sa façade sévère et le côté nord que l'on apercevait de biais, le toit incliné et le haut des grandes fenêtres gothiques dominaient fièrement en effet l'entremêlement des faîtages et de cheminées qui l'entouraient. D'un aspect nettement moins sévère, voire austère, elle paraissait avoir été édifiée avec des pierres que depuis un siècle, ou même davantage, les fumées et les intempéries avaient dégradées et salies. Et les mois passaient. Et Blake observait cet édifice lointain et menaçant avec un intérêt qui ne cessait curieusement de croître. Comme les grandes fenêtres n'en étaient jamais éclairées, il avait compris qu'il devait être inoccupé. Plus il l'examinait, et plus son imagination travaillait, si bien qu'il finit par rêver de choses curieuses à son propos. Il crut que planait une si vague et si étrange aura de désolation autour de ce lieu que les pigeons et les hirondelles eux-mêmes fuyaient les corniches enfumées. Auprès des autres tours et des autres beffrois, ses jumelles lui révélaient la présence de grands rassemblements d'oiseaux, mais là, jamais il ne se posait. C'est du moins ce dont il se persuada et qu'il nota dans son journal intime. De plus en plus souvent, il allait prendre place devant la fenêtre qui donnait vers l'ouest pour contempler la colline lointaine et sa noire et menaçante flèche que fuyaient les oiseaux. C'est alors que lui vint l'idée de traverser cette ville et de grimper cette pente fabuleuse pour atteindre le monde ceint de fumée qui le faisait rêver. C'est fin avril, à l'époque qui précède tout juste la nuit de Walpurgis, nuit vouée à l'ombre depuis toujours, que Blake
fit son premier voyage dans l'inconnu. Suivant avec difficulté les rues sans fin de la ville basse et les mornes places laissées à l'abandon qui leur succédaient, il atteignit enfin l'avenue pentue, faite de marches usées qui avaient servi tout un siècle, de porches doriques affaissées et de coupoles aux vitres sales. Il sentait qu'elle devait le mener par-delà les brumes, au monde inaccessible qu'il devinait depuis longtemps. De temps en temps, il voyait surgir la façade délabrée d'une église, un clocher en ruine, mais jamais l'édifice noirci qu'il recherchait. Plus Blake grimpait, et plus la région qu'il parcourait gagnait en étrangeté avec des labyrinthes déroutants de ruelles sombres et brunes qui menaient toutes vers le sud. Il interrogea un commerçant au sujet de la massive église de pierre, mais il aurait pu presque jurer que l'allégation d'ignorance qu'il se voyait opposer était feinte. Une expression de crainte avait envahi le visage bistré de l'homme, malgré une tentative de la dissimuler, et Blake le vit faire un curieux signe de la main droite. Puis soudain, à sa gauche, une flèche se découpa sur le ciel nuageux, par-dessus les rangées de toits bruns, bordant les ruelles enchevêtrées orientées vers le sud. Il vit enfin la tour se découper clairement, et une énorme masse de pierres sombres s'élevait au bout d'une ruelle. Un instant plus tard, il se trouvait dans un square ouvert à tous les vents, curieusement pavé, qui s'achevait du côté opposé par un glacis élevé. Celui-ci marquait la fin de sa quête. Sur le vaste plateau envahi par les herbes, ceinturé d'une grille que supportait le glacis, petit univers qu'on avait élevé à 2 mètres au-dessus des rues avoisinantes, Blake voyait en effet ériger une masse sévère, titanesque, dont l'identité, en dépit de la nouveauté de sa perspective, était pour lui indiscutable. L'église abandonnée. L'église abandonnée était dans un sérieux état de décrépitude. Quelques-uns des grands piliers étaient tombés et plusieurs de ces délicats épis de fête gisaient à demi, dissimulés par des hautes herbes jaunies. Les fenêtres gothiques, recouvertes de suie, n'étaient pas brisées pour la plupart. Blake se demanda comment les vitraux aux couleurs indistinctes avaient pu survivre, étant donné les habitudes des petits garçons du monde entier. Les robustes portes étaient intactes et solidement verrouillées. Les lieux semblaient funèbrement livrés à la désolation et à la décomposition, et devant ces corniches sans oiseaux, ces murs noircis sans lierre, Blake éprouva une impression vaguement sinistre qu'il n'aurait su définir. Il y avait très peu de gens sur cette place, mais Blake rencontra un policier sur le côté nord et alla lui poser des questions sur l'église. L'homme était un grand et solide Irlandais, et Blake trouva curieux de le voir se borner à faire le signe de la croix, puis à marmonner que les gens ne parlaient jamais de ce bâtiment. Quand Blake le pressa, il déclara sur un ton précipité que les prêtres italiens mettaient tout le monde en garde contre cet édifice, affirmant qu'une malfaisance monstrueuse avait régné là autrefois et qu'elle y avait laissé sa marque. Une secte mauvaise s'était réunie là, jadis, une secte interdite qui demandait à des créatures terribles de sortir d'un gouffre inconnu de la nuit. Il avait même fallu un bon prêtre pour exorciser ce qui était venu, même s'il s'était trouvé des gens pour dire que une simple lumière aurait suffi. Il valait mieux la laisser telle qu'elle est jusqu'à ce qu'elle s'écroulât, plutôt que d'éveiller des songes qu'il valait mieux laisser pour toujours dormir dans le sombre abîme qui les abritait. Après le départ du policier, Blake demeura sur place à contempler le lugubre édifice surmonté d'un rocher. Il examina le glacis et la clôture rouillée pour chercher par où il pourrait y pénétrer. Ce temple noirci avait une force d'attraction telle qu'on ne pouvait y résister.
La grille ne comportait aucune ouverture près de l'escalier, mais sur le côté nord, il manquait quelques barreaux. Blake pourrait monter l'escalier, puis suivre à l'extérieur de la grille l'étroit couronnement du glacis jusqu'au trou de la clôture. Et si les gens redoutaient l'endroit aussi farouchement qu'on le prétendait, nul ne s'interposerait. Il fut sur la levée de la terre et presque à l'intérieur de la grille avant d'avoir été surpris. Alors, baissant les yeux, il aperçut quelques personnes sur la place qui s'éloignaient à reculons, qui faisaient de la main droite le même signe qu'il avait vu faire aux commerçants de l'avenue. La masse même de l'église l'oppressait à présent qu'il en était tout près, mais il se domina et continua d'en approcher pour tenter d'ouvrir l'une ou l'autre des trois grands portails de la façade. Comme ils étaient tous les trois solidement fermés, il entreprit le tour complet de cette construction cyclopéenne en quête de quelques ouvertures moins importantes et plus accessibles. Et un soupirail qui béait à l'arrière, sans protection, lui fournit l'accès dont il avait besoin. Fouillant l'intérieur du regard, Blake découvrit un gouffre souterrain, plein de toiles d'araignées et de poussière, faiblement éclairé par les rayons filtrés du soleil de l'ouest. Sous le coup d'une impulsion presque inconsciente, Blake se glissa par le soupirail et se laissa tomber sur le sol cimenté, poussiéreux et tout couvert de débris. La cave voûtée était vaste, sans cloison. Dans un angle, loin sur la droite, plongé dans une ombre épaisse, il devina une porte cintrée qui, de toute évidence, menait vers le haut. Et il éprouva un bizarre sentiment d'oppression à la pensée de se trouver réellement à l'intérieur du grand édifice spectral. À moitié étouffé par la poussière omniprésente, couvert de fibres arachnéennes et fantomatiques, il atteignit l'escalier usé qui s'élevait dans l'obscurité et entreprit de le gravir. Comme il n'avait pas de lumière, il se guidait à l'aveuglette, ses dents des mains. Après un coup de brusque, il sentit une porte close devant lui. Quelques tâtonnements lui révélèrent la présence de l'ancien loquet. La porte s'étant ouverte vers lui, il aperçut au-delà un couloir faiblement éclairé, revêtu de boiseries vermoulues. La nef colossale avait quelque chose de quasiment fantastique, avec ses monceaux, ses montagnes de poussière sur les bancs, l'autel, la chair en forme de sablier, le tamis de l'orgue et ses fils d'araignées titanesques tendus entre les ogives du chœur qui enlaçaient les colonnes gothiques en faisceaux. Une hideuse lumière plombée se jouait sur toute cette désolation étouffée alors que les rayons du soleil faiblissaient, se glissaient par les vitraux étranges à demi obscurcis des grandes fenêtres de l'abside. Blake remarqua au-dessus de l'autel une croix couverte d'arentelle qui, loin d'avoir une forme courante, ressemblait à l'ankh primitive ou à la croix ancée, la crux ansata de la ténébreuse Égypte. Dans une sacristie qui s'ouvrait à côté de l'abside, derrière l'autel, Blake découvrit un bureau rongé, puis des étagères qui montaient jusqu'au plafond, chargées de livres moisis qui se désintégraient. Et là, pour la première fois, il éprouva un véritable choc d'horreur objective. Car les titres de ces livres étaient pour lui révélateurs. Il s'agissait des noirs ouvrages interdits dont la plupart des gens normaux n'avaient jamais entendu parler ou n'avaient ouï à leur propos que des murmures furtifs et peureux. Il en avait lu lui-même un grand nombre. Une version latine du Necronomicon, à Borée,
le sinistre Liber Ivonis, l'infâme culte des Goules du comte d'Erlette, le diabolique De Vermis Mysteris. Il était clair que les légendes répandues dans le voisinage n'avaient pas menti. Ce lieu avait été autrefois le refuge d'une malfaisance plus ancienne que l'humanité et plus vaste que l'univers que nous connaissons. Dans le bureau vermoulu, Blake trouva un petit registre relié en cuir dans lequel des notes étaient consignées selon un système bizarre, cryptographique. L'écriture de ce manuscrit était faite de ces symboles traditionnels et fort répandus, utilisés aujourd'hui en astronomie et qui étaient autrefois en alchimie, en astrologie et divers autres arts plus ambigus. Dans l'espoir de pouvoir résoudre plus tard ce cryptogramme, Blake glissa le volume dans la poche de son manteau. À présent qu'il avait minutieusement exploré le rez-de-chaussée, Blake se fraya une fois encore péniblement un passage dans la poussière de la nef spectrale afin de gagner le vestibule de l'entrée où il avait vu une porte et un escalier menant sans doute à la tour noircie et à sa flèche. Structure qui de loin lui avait été si longtemps familière. L'ascension fut une expérience éprouvante pour ses poumons car la poussière était épaisse et les araignées s'étaient surpassées dans cet espace restreint. L'escalier en spirale était fait de marches de bois hautes et étroites. De temps à autre, Blake passait devant la fenêtre obscurcie qui lui offrait un aperçu vertigineux de la ville. La pièce, d'environ 6 mètres carrés, était faiblement éclairée par 4 fenêtres à lancettes, une sur chaque côté. Au centre du plancher couvert de poussière s'élevait un pilier de pierre aux angles curieux. Toutes les faces étaient couvertes de bizarres hiéroglyphes gravés de façon grossière qui n'évoquaient rien de connu. Et une boîte de métal étrangement asymétrique reposait sur ce pilier. Le couvercle à charnière était ouvert et l'intérieur recelait sous une poussière vieille de bien des décennies ce qui ressemblait à un œuf ou un objet sphérique irrégulier, mesurant en tout et pour tout quelques 20 cm. Autour de ce pilier, 7 chaises gothiques à haut dossier, encore intactes en grande partie, étaient rangées en un cercle approximatif. Derrière, le long des murs aux sombres boiseries, étaient alignées 7 statues colossales de plâtre noir qui s'effritaient. Ces statues évoquaient aussitôt les énigmatiques mégalithes sculptés de la mystérieuse île de Pâques. Dans un coin de la salle couverte de fils d'araignée, une échelle scellée dans le mur menait jusqu'à la trappe fermée de la flèche, dépourvue d'ouverture qui la surplombait. Lorsque Blake fut accoutumé à la pénombre, il remarqua les bizarres bas-reliefs qui ornaient l'insolite boîte de métal jaune. En s'approchant, il tenta d'enlever la poussière avec ses mains et son mouchoir, et il se rendit compte que les idéogrammes étaient d'une nature monstrueuse, qui lui était tout à fait inconnue. Il figurait des entités qui, si elles avaient l'air d'être vivantes, ne rappelaient aucune forme de vie ayant jamais évolué à notre connaissance sur cette planète. L'objet ne touchait pas le fond de la boîte, mais demeurait suspendu grâce à un ruban de métal au-dessus du centre à l'aide de 7 supports. Et cette pierre, une fois nettoyée, exerça sur Blake un attrait presque inquiétant. Il avait à peine à en distraire son regard et comme il en fixait les faces étincelantes, il faillit s'imaginer qu'elle était transparente et recelait des univers fabuleux qui n'étaient pas encore qu'à demi formés. Dans son esprit, il voyait défiler des images d'orbes inconnus avec des grandes tours de pierre,
d'autres orbes avec des montagnes gigantesques, mais nulle trace de vie, et des espaces encore plus éloignés où seul un frémissement en de vagues ténèbres relevait la présence de quelques consciences et quelques volontés. Quand il détacha ses yeux, ce fut pour remarquer la présence d'un monticule de poussière assez singulier dans le coin plus lointain, près de l'échelle qui menait à la flèche. Il n'aurait su dire pourquoi son attention avait été attirée, mais son inconscient se trouvait alerté par la forme même de ce tas. Se frayant un chemin en écartant les toiles d'araignée sur son passage, il commença à discerner qu'il se trouvait en présence de quelque chose d'inexorable. Sa main et son mouchoir lui apprirent bientôt ce qu'il en était, et Blake sursauta sous le coup d'émotions aussi diverses que déconcertantes. Il s'agissait d'un squelette humain qui devait être là depuis très longtemps. Les vêtements étaient en lambeaux, mais quelques boutons et quelques fragments de tissu indiquaient qu'ils avaient appartenu à un costume d'homme de couleur grise. Et il y avait là d'autres petits indices. Une carte de reporter avec l'entête du vieux Providence Télégramme, un portefeuille de cuir qui se désagrégeait. Blake examina ce dernier avec soin, découvrant à l'intérieur diverses factures dont l'échéance était fort ancienne, un calendrier publicitaire en celluloïd pour l'année 1893, quelques cartes de visite au nom de Edwin M. Lillibridge et un papier couvert de notes au crayon. Ce papier contenait des choses bien faites pour exciter sa curiosité. Aussi Blake le lut-il avec attention à la faible lumière de la fenêtre ouest. Le texte décousu comprenait des phrases ainsi rédigées. Prof. Enoch Bowen, de retour d'Égypte, mai 1844, achète la vieille église du libre arbitre en juillet. Ses travaux d'archéologie et ses recherches dans les sciences occultes sont fort connus. 1846, 3 disparitions. Première mention du trapézoède brillant. 7 disparitions en 1848. Des histoires de sacrifices commencent à se répandre. L'enquête de 1853 n'aboutit à rien. Des rumeurs au sujet des bruits. Les frères O'Malley évoquent un type d'adoration du diable à l'aide d'une boîte découverte parmi les ruines égyptiennes. Il prétend qu'on invoque quelque chose qui ne peut subsister à la lumière, quelque chose qui fuit une petite lumière et qui se trouve banni par une forte lumière. Quand cela se produit, il faut la rappeler. Tient sans doute ceci d'une confession recueillie sur le lit de mort de Francis X. Finney, qui était membre de la secte de la sagesse étincelante depuis 1849. Ces gens-là prétendent que le trapézoède brillant leur fait connaître le ciel et les autres univers, puis que l'habitué des ténèbres leur révèle des secrets par des moyens qui n'appartiennent qu'à lui. Histoire d'Orrin B. Eddy, 1857. Ils l'invoquent en fixant le cristal et se servent d'un langage mystérieux qui leur est propre. Des jeunes Irlandais manifestent jusqu'en dans l'église en 1869, après la disparition de Patrick Reagan. 6 disparitions en 1816. Un comité secret rend visite au maire Doyle. Promesse d'engagement d'une action en février 1877. Église fermée en avril. 181 personnes quittent la ville avant fin 77. Ne pas faire mention des noms. Des histoires de fantômes commencent à se répandre aux environs de 1880. Tentez de vérifier ce qu'a de vrai le rapport selon lequel aucun être humain n'a pénétré dans l'église depuis 1877. Demandez à Lanigan la photographie du lieu faite en 1851. Remettant le papier dans le portefeuille et glissant ce dernier dans sa veste, Blake se tourna pour regarder le squelette qui gisait dans la poussière. Les implications de ces notes étaient claires. Il ne pouvait faire aucun doute que cet homme avait pénétré dans l'édifice désert 42 ans auparavant parce qu'il était en quête d'une exclusivité journalistique à caractère sensationnel que nul autre n'avait eu le courage de venir chercher. Blake se pencha sur les ossements blanchis et remarqua l'état particulier dans lequel il se trouvait,
Certains étaient très dispersés et d'autres paraissaient dissous aux extrémités, ce qui ne manquait pas d'être surprenant. D'autres encore étaient étrangement jaunis et cette teinte suggérait peut-être un début de carbonisation. Divers fragments de vêtements paraissaient d'ailleurs avoir été roussis. Le crâne, enfin, était dans un état étonnant. Jauni lui aussi, il présentait un trou de brûlure au sommet, comme si un acide puissant avait attaqué l'os même. Blake n'arrivait pas à imaginer ce qui avait pu arriver à ce squelette 40 ans auparavant, quand cet endroit voué au silence était devenu son tombeau. Et sans s'en rendre compte, il avait à nouveau tourné ses yeux vers la pierre et s'était abandonné à la mystérieuse domination qui faisait défiler un nébuleux spectacle dans son esprit. Et il découvrait des processions de silhouettes, vêtues de robes et encapuchonnées, dont les contours n'étaient pourtant pas humains. Et il avait sous les yeux des étendues infinies de désert où s'alignaient des monolithes sculptés qui montaient jusqu'au ciel. Il devinait des tours et des murailles dans les profondeurs ténébreuses de la mer, puis des tourbillons dans l'espace et des traînées de brouillard noir flottaient sur un fond de froide brume pourpre au faible chatoiement. Et par-delà, il voyait béer un gouffre d'obscurité infinie, où des formes solides et demi-solides n'étaient reconnaissables qu'à leur frémissement dans le vent, et où de nuageux motifs de force paraissaient ordonner le chaos et maîtriser tous les paradoxes et tous les arcanes des univers que nous connaissons. Puis tout à coup, le charme fut rompu car un accès de peur, une peur panique, indéfinissable, le submergea. Blake suffoqua et se détourna de la pierre, conscient de la proximité d'une présence inconnue et informe qui le surveillait avec une atroce intensité. Il se sentit entraîné par quelque chose qui ne se trouvait pas dans la pierre, mais qu'il avait examiné à travers elle, une chose qui allait désormais le suivre sans cesse, avec une connaissance de lui qui ne devrait rien à une perception visuelle. La lumière faiblissait et comme il n'avait rien apporté pour s'éclairer, il savait qu'il faudrait partir sous peu. Blake saisit le couvercle de la boîte si longtemps ouverte et le rabattit d'un coup sec. Blake eut l'impression qu'en réponse au claquement sec de la fermeture, un son étouffé, accompagnant un mouvement, lui parvint de l'éternelle obscurité qui régnait là-haut, dans la flèche, de l'autre côté de la trappe. Des rats, sans doute. Seule créature vivante à révéler leur présence dans cet édifice maudit depuis qu'il y avait pénétré. Et pourtant, ce déplacement dans la flèche le terrorisa à tel point qu'il se jeta comme un fou dans l'escalier en spirale, traversa la nef, digne refuge pour les ghouls, se glissa dans le sous-sol voûté et se retrouva à l'air libre tandis que l'obscurité grandissante envahissait la place désertée. Il descendit ensuite les allées et les avenues populeuses de Federal Hill que dominait la crainte, puis se dirigea vers les rues centrales où régnait la raison, suivant les trottoirs de briques du quartier du collège qui évoquaient pour lui ceux de son quartier. Pendant les jours qui suivirent, Blake ne parla à personne de son expédition, travailla fiévreusement à déchiffrer le cryptogramme du volume relié qui provenait de la sacristie livrée aux toiles d'araignée. On était en juin, lorsque le journal de Blake mentionna sa victoire sur le cryptogramme. Le texte, il l'avait découvert, était écrit dans la sombre langue Aklo, utilisée par certains cultes de malfaisante antiquité. On y trouve des références à un habitué des ténèbres,
qui peut être réveillé en contemplant le trapézoèdre brillant et des conjectures insensées sur les gouffres chaotiques d'où il sort lorsqu'on l'appelle. Il avance que l'être possède la connaissance absolue qu'il exige de nombreux sacrifices. Certains points du journal de Blake indiquent aussi à quel point il redoute que cette créature, il semble considérer qu'elle a été invoquée, soit mise en liberté. Il ajoute toutefois que l'éclairage des rues constitue un rempart qui ne peut être franchi. Du trapézoèdre brillant, il parle souvent car il le considère comme une fenêtre ouverte sur le temps et l'espace tout entier. Il en retrace l'histoire depuis l'époque où il a été façonné par le sombre Yugoth, bien avant que les grands anciens ne la portent sur la terre. Cet objet a été précieusement conservé et placé dans sa drôle de boîte par les crinoïdes de l'Antarctique, sauvés de leurs ruines par les hommes serpents de Valousie. Enfin, c'est bien des années plus tard, en Lémurie, que les premiers êtres humains ont pu jeter les yeux sur lui. Il a traversé d'étranges terres, franchi de plus étranges mers, puis a sombré avec l'Atlantide. Avant qu'un pêcheur minoen ne le prenne dans ses filets et ne le vende à de noirs marchands de la nocturne Kem. Le pharaon Nefrenka a fait élever pour lui un temple doté d'une crypte sans ouverture. Puis il a accompli ce qui lui a valu de voir son nom effacé de tous les monuments et de toutes les archives. C'est là, dans les ruines de ce funeste lieu cultuel dont la destruction avait été ordonnée par des prêtres et par le nouveau pharaon, que le trapézoèdre a dormi jusqu'à ce qu'une bêche l'exhume une fois de plus pour la malédiction de l'humanité. C'est alors qu'un article de l'édition du matin du journal du 17 juillet jette l'écrivain dans de véritables transports d'horreur. Au cours de la nuit, un orage avait mis hors de service le système d'éclairage de la ville pendant une bonne heure et durant cet intervalle d'obscurité, les Italiens avaient failli tous devenir fous de terreur. Ceux qui demeuraient près de l'église tant redoutée avaient juré que la créature de la flèche avait profité de ce que les lampes n'étaient pas allumées dans les rues pour descendre dans la nef de l'église et qu'en sautant et en se cognant à tout, elle leur avait donné une impression de viscosité répulsive. Pour finir, elle avait tout heurté en remontant dans la tour, d'où étaient parvenus des bruits de verre brisés. Elle pouvait se déplacer partout où l'obscurité régnait, mais la lumière la chassait toujours. Une fois le courant établi, il y avait eu une commotion bouleversante dans la tour, car la faible lumière qui parvenait à filtrer à travers les fenêtres à abassons couvertes de suie était encore trop importante pour cette créature. Celle-ci s'était démenée pour se glisser juste à temps dans sa ténébreuse flèche, car une longue dose de lumière l'aurait renvoyée à l'abîme, d'où cet étranger fou l'avait fait sortir en l'appelant. Au cours des heures d'obscurité, des foules en prière s'étaient rassemblées autour de l'église en portant des bougies. Des lampes s'abritaient tant bien que mal par des journaux pliés ou par des parapluies. Une garde de lumière pour protéger la ville du cauchemar qui se tenait à l'affût dans le noir. Une fois, devait déclarer ceux qui se trouvaient le plus près de l'église, la grande porte avait été secouée d'atroce façon. La semaine qui suivit le 30 juillet est surtout mémorable parce que Blake fut pris d'une dépression nerveuse partielle. Il ne s'habilla pas, commanda tous ses repas par téléphone. Les visiteurs remarquèrent la présence de cordes auprès de son lit. Il leur déclara que des crises de somnambulisme l'avaient contraint à se lier les chevilles toute la nuit et à faire des nœuds capables de résister à ses efforts ou susceptibles de le réveiller s'il essayait de s'en défaire. Dans son journal, il raconte à la suite de quelle atroce expérience il est tombé dans cet abattement. Après s'être couché,
Le soir du 30 juillet, il s'était brusquement retrouvé en train de tâtonner dans un espace où il faisait presque nuit. Tout ce qu'il pouvait distinguer, c'était des courtes et des faibles raies horizontales d'une lumière bleutâtre. Mais il sentait qu'il se dégageait là une odeur pestilentielle qui le suffoquait. En même temps, il percevait une suite de sons confus, étouffés, furtifs au-dessus de sa tête. Partout où il mettait le pied, il trébuchait sur quelque chose, et à chaque bruit, qui lui faisait une sorte d'écho, paraissait lui répondre, un vague remuement, accompagné d'un prudent glissement du bois sur le bois. Une fois, ses mains rencontrèrent à tâtons un pilier que rien ne surmontait, puis plus tard, il s'aperçut qu'il serrait les barreaux d'une échelle serrée dans un mur, qu'il cherchait à l'aveuglette au-dessus de sa tête, en direction d'un endroit où la puanteur se faisait plus intense, et tout un souffle chaud, un souffle brûlant même, se dirigeait vers lui. Devant ses yeux, il voyait défiler une gamme kaléidoscopique d'images fantomales qui se dissolvaient, toutes par intervalles, pour faire place à la représentation d'un abîme de la nuit, vaste, insondé, où tourbillonnaient des soleils et des univers d'une obscurité plus dense encore. Et il songeait aux légendes anciennes qui évoquaient le chaos ultime, au centre duquel se vautre Azathoth, seigneur de toutes choses, Dieu aveugle et idiot, entouré de sa horde affalée de danseurs amorphes et sans esprit, bercé par le son maigre et monocorde d'une démoniaque flûte tenue par des griffes indicibles. Soudain, une brève détonation claquant quelque part dans le monde extérieur l'avait arraché à sa stupeur. Il poussa un grand cri, sauta au bas de l'échelle comme un possédé, trébucha tel un aveugle sur le sol encombré de la chambre, quasi dépourvu de lumière dans laquelle il évoluait. Il comprit aussitôt où il était, et il se jeta témérairement dans l'étroit escalier en spirale, trébuchant et se cognant à chaque tournant. Comme dans un cauchemar, il détala à travers la vaste nef envahie par les toiles d'araignées, dont les arcs fantomatiques se haussaient jusqu'à des royaumes d'ombre, peuplés de regards malicieux, s'élança dans une course aveugle au travers d'un sous-sol jonché de débris, puis se hissa pour gagner l'extérieur, où il allait retrouver l'air et les lumières de la rue, se jeta dans une fuite éperdue le long de la pente d'une colline spectrale qui résonnait jusqu'au fêtage de bredouillements indistincts, traversa une ville sinistre, silencieuse, aux hautes tours sombres, puis en remontant l'autre flanc d'un précipice abrupt venu couper sa route vers l'est, il atteignit la porte ancienne de sa propre maison. En reprenant connaissance au matin, il avait découvert qu'il gisait tout habillé sur le plancher de son bureau. Il était couvert de poussière et de toiles d'araignée. En outre, chaque centimètre de son corps lui paraissait sensible et comme couvert de bleu. Lorsqu'il se vit dans un miroir, il découvrit que ses cheveux étaient forcément roussis. Puis il se rendit compte qu'une odeur étrange et désagréable paraissait imprégner de façon à peine perceptible le haut de ses vêtements. Et c'est alors qu'il sombra dans la neurasthénie. À partir de ce moment, il traîna, l'air épuisé en robe de chambre dans son appartement et ne fit guère plus que regarder par la fenêtre ouest. Il frissonnait lorsqu'il entendait l'orage menacer et emplissait son journal de considérations déraisonnables. Le grand orage
éclata juste avant minuit le 8 août. La foudre frappa de façon répétée tous les quartiers de la ville, et d'aucuns prétendirent avoir vu arriver 2 extraordinaires boules de feu. La pluie fut torrentielle, tandis que le roulement permanent du tonnerre tenait éveillé des milliers de personnes. Et c'est alors que la ville fut privée d'électricité. Cela se produisit à 2 heures du matin, selon le registre de la centrale, mais le journal de Blake ne fournit pas d'indication de temps. On y trouve simplement « Lumière éteinte, que Dieu me vienne en aide ». Sur Federal Hill, il y avait pourtant des observateurs tout aussi anxieux que lui, car de petits groupes d'hommes trempés par la pluie s'étaient mis à défiler sur la place et dans les ruelles autour de l'église, abritant sous leur parapluie des cierges, des torches électriques, des lampes à pétrole, des crucifix et toutes sortes d'obscurs charmes communs en Italie du Sud. Ils bénirent chaque éclair et firent de mystérieux signes de la main droite pour exprimer leur crainte, jusqu'à ce qu'une nouvelle phase de l'orage vit diminuer les éclairs avant qu'ils ne disparaissent complètement. Le vent qui se levait souffla la plupart des bougies, si bien que tout le voisinage s'assombrit à un point inquiétant. Et nul ne put ignorer l'existence des bruits et l'agitation étrange qui régnait dans la tour aveuglée. Cela avait débuté par une nette amplification des sons sourds à l'intérieur de la tour noire. Il y eut ensuite un bruit de bois éclaté et un objet grand et lourd vint s'écraser sur le parvis devant la façade est. La tour était invisible à présent que les bougies ne voulaient plus brûler, mais comme l'objet approchait du sol, les gens reconnurent l'abasson couvert de suie de la fenêtre est de la tour. Aussitôt après, une puanteur absolument intolérable descendit des hauteurs invisibles, prenant les observateurs frissonnant à la gorge et leur soulevant le cœur, puis elle plongea presque dans la prostration tous ceux qui étaient sur la place. Au même moment, l'air trembla sous l'effet d'une vibration qui paraissait due à un claquement d'ailes. Le vent se mit brutalement à souffler de l'est et fut bientôt plus violent que toutes les bourrasques qui l'avaient précédé, enlevant des chapeaux ou arrachant des parapluies ruisselants de la foule. On ne voyait rien de net dans cette nuit désormais privée de bougies, mais certains spectateurs qui regardaient en l'air crurent avoir vu se former un grand brouillard, d'un noir encore plus dense que le noir d'encre du ciel, un brouillard évoquant un informe nuage de fumée qui aurait fui vers l'est à la vitesse d'un météore. Une demi-heure plus tard, la pluie cessa et 15 minutes après, l'éclairage fut rétabli, renvoyant dans leur foyer les témoins las et crottés, mais le cœur soulagé. Les journaux du lendemain n'accordèrent que peu de place à cet événement dans les comptes rendus qu'ils firent sur l'orage. Il semble que le grand éclair et l'explosion assourdissante ayant suivi ce qui s'était passé sur Federal Hill avaient été encore plus formidables dans l'est de la ville, où on avait également remarqué qu'il s'accompagnait un moment d'une puanteur singulière. Et ce phénomène avait été particulièrement marqué sur College Hill, où la foudre en tombant avait réveillé tous les habitants endormis et les avait poussés à échanger leurs spéculations les plus confuses. Seuls certains de ceux qui étaient restés debout virent l'anormal éclat de lumière qui se produisit près du sommet de la colline, ou remarquèrent l'inexplicable tourbillon d'air qui, en s'élevant, défeuilla les arbres et arracha les plantes des jardins. On convint que l'unique et soudain coup de foudre avait dû frapper quelque part dans le voisinage, bien que nulle trace n'en ait encore été découverte. Un jeune homme de la fraternité Tau Omega crut avoir vu en l'air une masse de fumée aussi grotesque que hideuse, au moment précis où il avait éclaté l'éclair préliminaire, mais son observation n'avait pas été confirmée. Et ces points furent examinés avec beaucoup d'attention, étant donné la relation probable qu'ils avaient avec la mort de Robert Blake.
Les étudiants de la maison Psi Delta, dont les fenêtres supérieures donnaient à l'arrière sur le bureau de Blake, avaient remarqué au matin du 9 ce visage blanc et flou derrière la fenêtre ouest. Et ils s'étaient demandé ce qu'il pouvait y avoir d'anormal dans son expression. Quand ils virent le même soir le même visage qui se trouvait dans la même position, ils s'inquiétèrent et surveillèrent l'appartement pour voir si les lumières s'y allumaient. Plus tard, ils allèrent sonner à la porte de l'appartement plongé dans l'obscurité, puis ils finirent par demander à un policier de forcer cette porte. Le corps, rigide, était assis bien droit au bureau, près de la fenêtre. Et quand ceux qui s'étaient introduits dans l'appartement virent les yeux vitreux, saillants et les marques d'une terreur absolue avaient laissé sur ses traits déformés, ils se détournèrent, gagnés par un effroi qui les rendit malades. Peu après, quand le médecin légiste vint pour l'examiner, il conclut en dépit du fait que la fenêtre n'était pas brisée, qu'un choc électrique ou une tension nerveuse due à une décharge électrique avait causé la mort. Il ne tint pas le moindre compte de l'expression hideuse, la considérant comme le résultat fort probable du choc qu'avait dû subir une personne dont l'imagination était si anormale et les émotions si disproportionnées. Il tira ses conclusions de l'examen des livres, tableaux et manuscrits trouvés dans l'appartement, ainsi que des éléments du journal intime griffonné en aveugle qu'on avait découvert sur le bureau de Blake. Il avait continué à jeter des notes frénétiques jusqu'à la toute dernière minute, et on avait retrouvé un crayon à la mine brisée, serré dans sa main droite. Et voici quelles étaient ces notes, du moins ce qu'on a pu en tirer. Les lumières sont encore éteintes. Cela doit faire 5 minutes maintenant. Tout dépend des éclairs. Que Yadid fasse qu'ils se poursuivent. Il semble qu'une influence tente de passer au travers. Pluie, tonnerre et vent assourdissent. La chose est en train de s'emparer de mon esprit. Trouble de mémoire, je vois des choses que je n'ai jamais perçues auparavant. D'autres mondes et d'autres galaxies noires. La foudre paraît noire et l'obscurité paraît être la lumière. Ce ne peut être ni la véritable colline, ni la véritable église que j'aperçois dans ce sang d'encre. Doit être une impression rétinienne, laissée avec les éclairs. Que Dieu fasse que les Italiens soient dehors avec leurs cierges, si jamais la foudre cesse de tomber. De quoi ai-je donc peur? Ne serait-ce pas un avatar de Nyarlathotep qui, dans l'antique et ténébreux schème, est allé jusqu'à prendre figure humaine? Je me souviens de Yugot, puis de Shagai, plus distante encore, de l'ultime ville des planètes noires enfin. Un long vol, à tire-d'aile à travers le vide, ne peut franchir l'univers de lumière, recréé par les pensées emprisonnées dans le trapézoèdre brillant. Je l'ai invoqué à travers les horribles abîmes du rayonnement. Je m'appelle Blake, Robert Harrison Blake, de 620 East Knapp Street, à Milwaukee, dans le Wisconsin. Je suis sur cette planète. Azathoth, aie pitié de moi, il n'y a plus d'éclairs. Horrible, je peux tout voir à l'aide d'un sens monstrueux qui n'est pas la vue. La lumière est noire, et noire, et la lumière. Ces gens sur la colline gardent les cierges et les charmes, leurs prêtres. Sens des distances disparues, loin et près et loin, pas de lumière, pas de verre. Vois cette flèche, cette tour, la fenêtre. Peux entendre Roderick Usher. Suis fou, deviens fou. La créature s'agite et cherche son chemin vers la tour. Je suis elle et elle est moi. Je veux sortir, dois sortir, unifier mes forces. Elle sait où je me trouve. Je m'appelle Blake, Robert Harrison Blake, du 621 Street à Milwaukee. Cette tour, je veux sortir, dois sortir et unifier mes forces. Elle sait où je suis, elle sait où je me trouve. Je suis
Grand-mère Blake! Mais je vois la tour dans le noir! Il y règne une odeur monstrueuse! Mes sens sont transfigurés! Planche de ma fenêtre de la tour craque et cède! Minga! Yugurjot! Je la vois! Viens ici, vent d'enfer! Voile tistanesque! Aile noire! Yod Sodot! Aide-moi! L'œil brûlant aux trois lobes! Alors on va dire les trois petits cochons si vous voulez.